Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad. A place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Berner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news, We're watching, fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mokhtar Hamoudi. Bonjour Mokhtar. Bonjour Léa. Mokhtar Hamoudi, tu es analyste en gouvernance d'entreprise à la Caisse des dépôts, mais tu es aussi et surtout auteur. On est ensemble aujourd'hui pour ton très beau premier roman, Les conditions idéales, publié aux éditions Gallimard. Roman pour lequel tu es l'heureux lauréat du prix envoyé par la Poste et du prix du Goncourt des détenus. Bravo à toi et merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup et je tiens à rectifier. En ce moment-là, je ne suis plus qu'auteur, voilà. Ok, très bien, c'est noté. Les conditions idéales, c'est donc inspiré de ta propre histoire. Le roman raconte le parcours de Skander, un jeune garçon placé très tôt en famille d'accueil par l'aide sociale à l'enfance. Il s'installe chez Madame Khadija, femme rocambolesque au passé trouble et aux motivations douteuses. Les conditions idéales, c'est le parcours initiatique d'un garçon intelligent aux multiples facilités qui va se laisser happer par un environnement, celui d'un quartier qui incite aux bêtises, d'une école qui parfois abandonne et d'un entourage qui tire vers le bas. C'est aussi l'histoire d'un garçon animé par son instinct de survie, attisé par un désir de réussite et guidé par le regard cru qu'il porte sur son environnement. Alors, Mokhtar Hamoudi, pourquoi avoir choisi ce titre, Les conditions idéales ? Je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai trouvé. Je crois que c'était en 2018. Et lorsque je l'ai présenté à Gallimard, enfin en tout cas quand on a discuté pour la première fois, avec mon éditrice, écoute, le titre... lui plaisait, donc voilà. Et c'est important, un bon titre. Et celui-là m'a l'air bon, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu avais envie de raconter à travers ce titre ? À travers ce titre, ce qui me plaisait, c'était le paradoxe. J'aime pas trop pourtant la figure du paradoxe, au point de vue philosophique ou je ne sais quoi, mais là, il fallait quelque chose qui soit pas trop fort, pas trop travaillé, verbeux, voilà, quelque chose finalement d'assez simple. Et l'idée de la condition m'apparaissait évidemment essentiel, puisque c'est un livre qui raconte une condition. Alors, les conditions idéales, c'est évidemment ironique, c'est même une antiphrase, je dirais, en plus d'un paradoxe. Qu'est-ce que tu as voulu raconter de la jeunesse de ton personnage et du contexte dans lequel il évolue ? Moi, j'ai voulu raconter, en quelque sorte, ma vie. Ensuite, je voulais donc raconter cette histoire de l'aide sociale à l'enfance à travers la détresse que ça peut induire, mais également ce sursaut de vie, cette pulsion de lecture, on va dire, puisque étant enfant, il doit bien travailler à l'école, n'est-ce pas ? Et il le fait plutôt bien. Puis ensuite, il y a une phase un peu plus décadente. Et là, ça me plaisait vraiment de raconter la banlieue, en tout cas celle que j'avais vécue avec mes amis. Il en allait d'un devoir de vérité, et aussi de le faire avec style. Ça me plaisait aussi, c'était une sorte de défi. Les conditions idéales, c'est un regard très dur du personnage sur l'endroit d'où il vient. Skander n'affiche pas d'indulgence à l'égard de son milieu. Il porte un regard lucide, parfois intransigeant, notamment sur Madame Khadija, qui est sa famille d'accueil, mais aussi sur les autres enfants avec lesquels il grandit. Est-ce que le rejet de cet environnement, de ces conditions non idéales, est un moteur pour le personnage ? Je dirais que c'est plutôt... c'est plutôt un doute permanent lié à sa situation, parce que tu parlais de Madame Khadija, donc qui est le personnage secondaire du livre. Eh bien, Skander, cette dame s'occupe de Skander, mais Skander a aussi sa mère. Donc il y a un jeu qui va se créer, d'amour impossible avec Madame Khadija, à cause de l'argent, donc du fait qu'elle soit payée, ce qui trouble beaucoup Skander. Elle est payée parce que c'est comme ça que ça fonctionne, famille d'accueil. Et aussi avec sa mère. Et là, c'est un amour impossible à cause de la décadence de sa mère. Et donc, on a Skander qui est là et qui va analyser la vie avec le peu de bagages qu'il a pour le faire. Et donc, avec Madame Khadija, effectivement, ça crée des sortes d'incompréhension
réciproque, permanente, avec des tentatives d'amour qui sont aussi Des tentatives d'amour avec entre qui Madame Khadija et Skander, pardon. Comme c'est un enfant, il y a ce qu'on appelle la cruauté de l'enfant. Parce que Skander, finalement, c'est pas l'enfant type de l'aide sociale à l'enfance. Non. C'est une erreur statistique, c'est un intrus, voilà. Et ensuite, il y a effectivement ce que je disais, le côté banlieue, là. Oui, parce que Skander, au début du livre, il habite pas avec Madame Khadija. Il vit dans une autre famille, une famille dans laquelle il se sent bien. Et puis, sa famille d'accueil va décider de ne plus être famille d'accueil et il va arriver chez Madame Khadija en banlieue. Et ça, pour le coup, il n'a pas envie. Bah, il voulait pas. Oui, parce que ce livre, c'est l'histoire d'une transformation perpétuelle. Donc, Skander qui va se transformer de bon élève à mauvais élève. Ouais. Il est d'origine algérienne, mais il est élevé comme un petit blanc, lui. Mais sauf qu'il va devenir arabo-musulman. Il est plutôt tendance à devenir Billy Elliot aux majorettes. Il va se transformer en apprenti caïd. Et donc, ça, c'est le mouvement naturel. C'est ce que je l'ai vécu, on va dire. Voilà. Le mouvement naturel que l'on connaît en France, dans les grandes agglomérations. Et malheureusement, de plus en plus dans des petites agglomérations, d'ailleurs, moyennes. Tu veux dire de se faire happer par... Cette dimension où tu as des dizaines, voire centaines, ça dépend de la taille des villes, mais de jeunes qui sont quand même en désaxement total par rapport à la société, à leur âge. Après, ça peut s'arranger, heureusement, mais qui sont quand même dans des sortes de dérives plus ou moins délinquantes, plus ou moins... de mini-voyoucratie. Bon, ce sont des sujets qui m'intéressent encore, donc je le vois. Mais d'ailleurs, c'est important ce que tu dis. En fait, dans le roman, on suit Skander donc de sa petite enfance au début de sa vie d'adulte. Tu le disais, au début du roman, c'est un très bon élève, il lit beaucoup, il est très prometteur. Et puis, il commence un peu à lâcher le truc et à se faire happer par son entourage. Et donc, ce qui est frappant, c'est que dans le texte, arrivé au milieu de l'adolescence, l'absence de croyance s'installe. Il croit plus en Dieu, il croit pas en l'école, il croit pas en l'amour. Et c'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à se perdre. Et d'ailleurs, pour moi, les conditions idéales, c'est aussi l'histoire de jeunes gens qui croient en rien. Est-ce que croire constitue une condition idéale pour réussir ? En fait, il croit en quelque chose. Il croit en l'argent, il croit en la rue. Ouais. Mais ça, c'est... Il y a un moment mais du il livre... croit pas en Dieu, il croit pas en l'amour. Il croit toujours en Dieu, mais effectivement, parce que la fonction donc, de la religion va apparaître pour ce qu'elle est parfois, c'est-à-dire sauver les jeunes de la rue, quoi, avec la figure de l'imam Fouad. Mais à un moment, Skander, donc dans le bouquin, moi, ce que j'aimais faire, c'est aussi en hommage à ma jeunesse, en fait, c'était de montrer aussi qu'il prend goût aussi à cela, et qu'il y a vraiment je crois que je sais pas bien de se citer, mais l'histoire de la gangrène dans la tête, c'est-à-dire l'argent qui apparaît et qui devient quelque chose de si puissant qu'on ne pense plus qu'à cela, et sans jamais vraiment comprendre les conséquences des actes potentiels qu'on a envie de commettre, qu'on commet, mais surtout ceux qu'on a envie de commettre, parce qu'il y a aussi l'idée du fantasme. Bien sûr. Ouais. Et ça, je t'avoue que moi, j'étais... tu vois, je t'en parle, j'ai encore j'ai des frissons, mais c'est des frissons de mon adolescence. Pourquoi t'as des frissons ? Parce que ça m'a fait penser à tout ce que... Moi, je viens du Val-de-Marne des années 2000. Et donc, par exemple, il y a une ville qui n'est pas très loin de vos bureaux, là, qui s'appelle Vitry-sur-Seine. Bon, Vitry-sur-Seine, c'était la réputation, c'était la ville des braqueurs. Voilà. Ça te faisait fantasmer ? C'était exceptionnel. C'était incroyable, même. Surtout quand tu as 16 ans, etc. Et tu vois arriver quelqu'un à ton lycée se lance là-dedans et qui arrive chaque 2 jours, avec les merveilles du monde, mais sans cesse renouvelées. Tu vois, donc les merveilles du monde, des scooters japonais et des vêtements américains et italiens. Et donc ça a créé quelque chose, tu vois, de l'ordre... C'était assez fort, quoi. Et puis, à un moment, tout le monde se met à ça. Et c'était ce mouvement-là aussi que j'ai voulu décrire, parce que il était hors de question que je parle de la banlieue au sens, tu sais, le lieu de... En fait, surtout que je n'ai pas vécu. Moi, je l'ai peut-être vécu un peu, parce que la vie est quand même plus longue qu'un livre. Mais c'était important de raconter ce qui s'y passe, et surtout, en littérature, de montrer ce que c'est qu'un parcours délinquant, quoi. Moi, c'est ce qui me plaisait. Et puis après, tu fais des phrases... tu essaies de bien le faire, quoi. Mais ça a été fondamental, ouais. Mais c'est marrant parce que tu disais, il croit pas en grand-chose, mais il croit en l'argent. C'est aussi ce qu'il tire vers le bas, mais c'est aussi ce qui va le sauver. Et Skander, il valorise le savoir, la culture et donc l'argent. Et un jour, il découvre en lisant un article l'existence de Monsieur Bordereau, non mais c'est très drôle, qui est le patron d'une très grosse banque française. Et il est impressionné par son parcours, par ses études, par le fait qu'il soit riche.
Et tout au long du livre, à chaque fois qu'on va lui poser des questions sur son avenir, il va penser à ce type-là. Et on sent que cet homme l'impressionne, bien qu'il ne le connaisse pas. Et je me demandais comment ce modèle de réussite agit sur lui et comment il change sa façon de voir les autres. Ah oui, c'est marrant que tu me poses. Je suis content que tu me poses cette question parce que j'ai beaucoup parlé de ce livre depuis quelques mois. On m'avait jamais parlé de Monsieur Bordereau. Qui, ce qu'on avait dit, il avait fait l'ENA, des maths et les États-Unis. Exactement. Pour son. Oui, en fait, c'est que effectivement, Skander à la dérive, trouve un magazine et voit le magazine Capital qui existe, qui va découvrir qu'il y a des gens qui sont en fait finalement le grand patron. Lui, il en a un dans sa cité. Skander, c'est Julien, le grand, on va dire. Mais là, il y en a des vrais avec d'autres. Une autre envergure, totalement. Voilà. Et Skander, qui est donc. Je me souviens qu'il a voulu devenir bon élève, va faire de Monsieur Bordereau une sorte de. Tu sais, dans 1984, la figure de Goldstein, mais même si Monsieur Bordereau est moins méchant que le Goldstein, quand même, mais au sens dans le livre. Et Monsieur Bordereau, je vais te raconter une anecdote, je ne l'ai quand même jamais racontée, ça va te faire rire, j'espère. Monsieur Bordereau, donc, c'est la banque TGF, qui était une. La banque TGF, c'était une fusion avortée sous les années Balladur. Voilà. Moi, je suis passionné d'histoire économique, donc je savais ça. Et ça, je l'ai fait pour impressionner 2-3 personnes à la retraite que j'avais rencontrées une fois dans ma vie. Je me suis dit, ils vont se dire « Ah, il est fort, le Mokhtar !» Tu vois. Bon, et en fait, je croise, pas très loin de chez mon éditeur, la maison Gallimard, dans le 7e, je croise un des plus grands patrons français, c'était Monsieur Pébreau, qui était le patron de la BNP, ce qui est une sommité du monde des affaires français. Et donc, en fait, Monsieur Bordereau, c'est en quelque sorte lui. Et je le vois dans la rue. Je fais « Ah, bonjour, monsieur, j'ai écrit un bouquin. » Et je lui dis « Il y a le personnage, il se passionne pour un patron de banque. » Et je lui dis « La banque, c'est la TGF. » Donc, la banque TGF impliquait la fusion. Dans la fusion, la BNP Paribas était impliquée. Donc, il me regarde. Lui, il a la retraite maintenant. Il me dit « Ah, la TGF, excellent. » Tu vois, l'œil qui frise. Et il était très content de cela, quoi. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, je suis un peu comme Skander. Et finalement, c'est quand tu nais un peu comme lui, quoi, qui est totalement perdu, ce Skander, mais pas de sa faute. Donc, il va découvrir le dictionnaire, tu vois, dont on parlait. Et puis, en fait, ça te permet d'avoir une sorte de vie intérieure et une vie rêvée qui est totalement délirante. Donc, tu t'imagines que tu peux être grand patron. Voilà, quoi. Mais ça l'a motivé de connaître. Ça le motive, oui. Au moins, ça te. C'est-à-dire qu'il faut des références. Il faut des références qui sont quand même solides, je pense, et qui, au moins, quand tu te dis ça va pas, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Bon, après, il ne faut pas aller en prison, tu vois, parce qu'on va sur ce domaine-là. Il n'est pas passé loin, Skander. Ouais, eh bien, il faut au moins un truc que tu vas pouvoir dire devant le juge. Ah, bah, moi, j'aimerais bien faire comme ça, quoi. C'est important, ouais. Et ça implique un travail de manière plus générale, d'information, quoi. Est-ce que justement, c'est la curiosité qui sauve Skander ? Ouais, je pense, ouais. C'est la curiosité, le fait que l'une de ses assistantes sociales, ils vont tenter quand même de l'aider au maximum, mais c'est aussi c'est que ça devait s'arrêter, tout doit s'arrêter. Et en fait, pour Skander, dans sa vie, en tout cas dans le livre, tout doit s'arrêter à un moment. Dès le début, il doit arrêter de vivre avec sa mère, avec sa famille d'accueil, avec son autre famille d'accueil, déménager. Même le lycée s'arrête. Oui, puis l'aide sociale à l'enfance s'arrête à un moment aussi. Aussi, voilà, il y a toute cette dimension. Et moi, je tenais à en faire quelque chose, un roman, quoi, pas un témoignage. Et quand même, je te cache pas que post-rentrée littéraire, là, mon livre a très bien marché au sens il a quand même très bien marché au sens commercial du terme. Non, un peu tout, critique. Tout. Voilà, il a été critiqué, lu et sélectionné. Ouais. C'est ça que je veux dire, attention. Et quand je dis ça, c'est pas. Non, mais c'est vrai, voilà. Il a été visible. Voilà. Ouais, parce que c'était mon premier. Ça peut être très dur. Bon, j'ai cette chance-là, j'en suis évidemment très content. Mais il y a un endroit qui n'a pas été saisi, je trouve, par certains. Je sais pas si ça a été. C'est pas occulté, mais. Cette idée de la misère, parce que c'est quand même un livre sur des gens qui sont dans une misère terrible, hein, pas tous, mais quand même beaucoup, d'un monde qui n'est pas si loin de Paris, on va dire, hein, même d'ailleurs, dans les grandes agglomérations, quoi, tu vois, de la petite bourgeoisie, le petit bourgeois. Et ouais, peut-être que l'enthousiasme de Skander a un peu, je pense, masqué cela. Or, moi, c'était vraiment mon but, moi, de
dépeindre ça avec aussi la question de la banlieue difficile, parce que ça, je le disais tout à l'heure, j'avais des frissons quand tu m'en évoquais les bêtises, quoi, mais il y a quand même aussi une sorte de douleur, on va dire pas post-traumatique, hein, ça va, c'est pas non plus la guerre, mais à se dire que bon, tu as été exposé quand même pendant très longtemps à un environnement violent qui t'a marqué et auquel tu as participé aussi. Tu vois, il y avait tout ça, quoi. Et donc, oui, je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été saisi, mais parce que ce sont des sujets qui sont, je pense, qui parfois peuvent gêner les gens, quoi, aussi. Hein. On ne sait pas quoi dire. La dureté. Ouais, la dureté. Et puis, c'est pas des gens... Je me suis rendu compte en faisant notamment la tournée du concours des lycéens, en rencontrant plein de lycéennes et de lycéens absolument formidables. À un moment, je me suis dit que le lycée de Scander, à un moment, je me suis dit, bon, bah, c'était à peu près le lycée de tout le monde. En fait, pas du tout, quoi. Et justement, il y a quelque chose qui m'a marqué dans le texte, c'est la façon dont tu décris, avec la candeur du regard de l'enfant, des situations très gênantes, voire même traumatisantes. Je pense notamment au week-end que Scander passe chez sa mère et où il se retrouve face à des situations qu'un enfant ne devrait pas connaître. Pour donner un exemple, il arrive chez sa mère, il trouve sa mère au lit avec un autre homme. Et la façon dont il le décrit, il y a la naïveté de l'enfance qui appuie d'autant plus sur la violence de la situation. Je me suis demandé si c'était une façon pour toi d'accentuer le côté non idéal, voire dur, voire extrêmement difficile de la situation. Bah, d'abord, les situations auxquelles Scander fait face, celle-ci, quand il est avec sa mère, je crois qu'il est... quand il la surprend, pardon, dans le lit... je crois qu'il arrive par surprise, d'ailleurs. C'était pour devenir délégué, je crois. Pour acheter des bonbons. Mais sinon, il va la revoir dans ce genre de situation. Il a 11 ans, je crois. Et donc, malgré tout, tu as quand même... moi, je tenais à respecter la temporalité émotive de l'enfant. Voilà. Ça se ressent dans l'écriture. Et il y a effectivement ces histoires qui sont souvent liées, on va le dire, aux mœurs. Hein. La découverte de la sexualité, ou même l'effraction, justement, dans la vie de sa mère. Et comment aussi sa mère, un peu plus tard, va se transformer sous l'effet des médicaments et de l'extrême misère. Et de la prison. Et de la prison aussi, bien sûr. Et ça, dès lors que tu fais un roman, que tu fais pas un essai, tu es obligé de suivre, tu vois, ton axe narratif, pardon, et le même style. Hein. Donc, si tu t'arrêtes pour commencer à qualifier, bien sûr. C'est un peu... ça pourrait, mais je pouvais pas. Moi, je ne pouvais pas. Ces situations-là, à ma foi, c'est aussi... en roman, c'est aussi intéressant tu vois, que ce soit écrit pour justement la stupeur de l'enfant, mais aussi la stupeur du lecteur. Bien sûr. Qui certainement est désemparé. Bien sûr. Voilà, parce que personne ne vit ça, effectivement. Exactement. Et en tout cas, moi, en tant que lectrice, en lisant ces passages-là, ce qui m'a vraiment gênée, mais au sens... où j'ai ressenti un malaise pour le personnage, c'est que je voyais bien qu'il décrivait ces situations avec des mots d'enfant. Et pour moi, ça a accentué la violence de la situation. Mais tout à l'heure, tu parlais de la déchéance de sa mère et de la découverte de sa sexualité. C'est marrant parce que je l'ai aussi noté en lisant le livre. J'ai l'impression qu'il devient un homme au moment où sa mère arrive vraiment plus à assurer. Oui. Mais sa mère, avec sa mère, il a une relation assez difficile parce que c'est quand même une mère qui va l'embrasser sur la bouche, quoi. Donc on n'est pas loin de... Oui, il y a un truc d'inceste. Ouais, à peu près. Ouais. Puis même le fait qu'elle exhibe ses compagnons. Oui. En fait, c'est une mère totalement. Moi, j'ai mis le personnage de ma mère. Ma mère que j'aimais beaucoup, que je n'ai plus. On s'aimait vraiment très très fort avec ma mère. Et on se voyait. Ma mère, moi, c'est le personnage de ma vie. Je crois que je n'ai jamais rencontré une personne aussi miséreuse que ma mère. Donc, tu vois le traumatisme que c'est, mais que voilà. Mais vraiment, elle avait un appartement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle ne travaillait pas et on lui payait un appartement. Elle était sous tutelle. Et donc, j'avais vraiment en tout cas jusqu'à 18 ans, là où s'arrête le livre. Tu vois, ce modèle-là où il y a de l'amour. Après, tu fais un livre, tu racontes pas ta vie en soi. Donc, c'est un livre, il faut faire des choix et tout. Mais ouais, la décadence vraiment de la mère, tu vois, ça c'était vraiment important avec tout ce que ça implique au point qu'à un moment, tu peux plus la voir. Et j'ai des amis Pourquoi ? Parce que ça fait trop mal ? Oui, parce que aussi, il y a le côté... la mère seule, tu sais, qui est sous médicaments, qui est dépressive, et quand elle a qu'un fils avec... on va dire,
la vulgate, tu sais, l'amour mère-fils. Mhm. Où en fait, c'est en même temps son mari, son confident. Et donc, après, la mère, elle a plus que ça à faire. C'est d'aller emmerder son fils, quoi. Littéralement. Hein, voilà, moi, j'ai des amis, ça leur arrive. Ça leur est arrivé. Et donc, à un moment, il faut savoir s'émanciper, quoi. S'émanciper. Et je vois à peu près le moment de l'émancipation, à quel moment. Enfin, c'est au lycée. Et puis après, là, justement, il va se donner à la rue, quoi. Et en même temps, il y a, tu sais, c'est quelque chose qui... Skander, il a un truc, c'est qu'il doit toujours se taire. Jamais raconter ce qui se passe. Ni chez Madame Khadija, ni chez sa mère. Parce que tu vois, Madame Khadija, c'est quand même une femme assez... c'est un pacte qui passe avec elle. Et puis, c'est aussi une femme assez équilibrée, Madame Khadija. Chez elle, c'est très bien tenu. Mais sa mère, tu sais, quand il revient de chez elle, il a peur de rentrer avec des cafards et des vêtements qui sentent la cigarette. Et aussi parce que c'est chez sa mère qu'il apprend un peu le vice. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, les faux chèques, etc. Il y a beaucoup d'humour dans ce roman, mais il y a aussi beaucoup de colère et de rancœur. Et attention, c'est pas une rancœur qui caractérise les bas sentiments, mais plutôt une rancœur qui devient un moteur. En quoi la colère qu'a le personnage à l'égard de son environnement va être motrice et va se transformer en une condition idéale. Je crois que il est d'abord dans une forme d'incompréhension, le petit, avec le fait qu'il découvre la vie, mais il reste enfant. Même s'il est très fort à l'école, je n'allais pas en faire un agrégé de sciences sociales. Voilà. C'est un enfant, quoi. Et il découvre la vie, bon, et donc lui, c'est comme ça. Il ouvre toutes les portes aussi, Skander, c'est ça que j'aime bien avec lui. Il ne se refuse rien. Et après, la colère, effectivement... La colère, elle vient... en fait, je crois que j'ai... au grand quartier, avec la violence. Je crois que c'est vraiment la violence. Moi, c'était important parce que de donner ça à Skander... Parce que moi, les gens les plus violents que j'ai jamais rencontrés de ma vie, et tant mieux, hein, mais c'était vraiment quand t'es jeune. Hein. Enfin, j'ai grandi avec des gens... faut s'imaginer, hein, c'est très, très violent, quoi. Et c'est violence physique, hein, donc c'est droit dans la gueule. Chaque semaine, que tu mets, que tu reçois, avec tes gens qui sont tes ennemis. Tes ennemis, donc tu vois, il y a ce côté où c'est balisé. Tu vois, t'es content d'aller faire la guerre à tes ennemis. Mais c'est aussi tes amis qui peuvent faire ça. Où là, c'est beaucoup plus troublant. Et avec la volonté, tu sais, de méchanceté. Que Skander n'a pas, justement. Parce que là, lui, c'est pas son monde. Mais voilà. Et donc ça, il y a cette dimension-là qui le met en colère. Après, il y a la colère face à l'institution. Est-ce que ça le porte ? Je sais pas si ça le porte, mais en tout cas, il doit composer avec. Hein. Il doit composer avec. Et lui, je dirais que... Je pense que celle qui m'a l'air le plus en colère, c'est Madame Khadija, quand même. mais lui, ce qu'il dit quand il arrive chez elle, je pris le parti de la collaboration silencieuse, quoi. Tu vois, en fait, tu peux rien dire là-dedans. Tu peux juste dire ça à ton assistante sociale, mais personne n'en veut. Tu vois, Madame Khadija, elle veut pas qu'il raconte. Et c'est pas plus mal pour Skander, parce qu'il va aussi apprendre à devenir un homme, quand même. Parce que, bon, il faut aussi grandir et se confronter à un autre environnement qui était le sien, à savoir le monde du dictionnaire, où là, t'es qu'un petit ange perdu au milieu des pages roses. Dans le livre, l'entourage est beaucoup évoqué. Donc, il traîne avec ses potes du collège, puis du lycée, puis après avec des rencontres diverses. Mais s'il y a un concept qui ne ressort pas vraiment dans le roman, c'est celui d'amitié. Je trouve qu'il y a au contraire beaucoup de solitude. Est-ce que c'est ça aussi qui le sauve ? Qu'il n'ait pas vraiment d'attache ? Ouais, de ne pas avoir d'attache, ça c'est important pour lui. Parce qu'en quelque sorte, ça lui donne une certaine indépendance. Et donc, tu peux te barrer à tout moment, quoi. Mais il a quand même Juvénal, hein, son ami. Hein, tu sais, oui. Voilà. Après, c'est très dur tu sais, quand tu crées quelque chose comme ça, avec un environnement, un ami proche, un ami ennemi, tu vois, des genres de choses, des gens de passage. Je ne sais pas, j'ai essayé de faire au mieux, en prenant en partie mon vécu. Hein, mais moi, j'avais beaucoup d'amis quand j'étais jeune et des très bons amis. Hein, mais j'ai grandi dans 2 cités différentes, au même âge, tu vois. Tu les vois encore ? Certains, oui. Après, ils ont des enfants, il y en a qui sont commerçants prospères, etc. Mais en fait, j'ai vraiment vécu des choses très fortes adolescentes. Hein. Je peux parler des méchants, mais il y a aussi évidemment beaucoup de gentils. Mais quand même, l'environnement, c'était vraiment de l'ultra-violence, ça c'est certain. Je ne me suis pas trompé là-dessus. J'en parlais avec les uns et les autres. Mais non, j'avais beaucoup d'amis. Mais après, ça peut être des amis, tu sais, en cité, en tout cas à l'époque, parce qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est le rapport à l'argent, je pense. La délinquance était un peu plus lucrative à l'époque, j'avais l'impression, si tu enlèves le trafic de stupéfiants à grande échelle. Bon.
Mais tu sais, t'as des mecs, le mec il est en prison, ils vont cambrioler chez sa mère, quoi. non, mais des trucs, tu peux, enfin, tu sais, c'est, donc t'avais ce truc-là de vie en cité où ça peut pas être l'amitié à 100%, c'est pas possible ça. Et donc ça est, effectivement, il faut savoir un peu rester seul et faire attention avec qui tu restes. Ouais. En quoi l'amour est une condition idéale pour réussir? L'amour, c'est dans Le Voyage au bout de la nuit où il dit c'est l'infini à la portée des caniches. Et finalement, tu sais, c'est ça qui va le porter, le Scander. Donc c'est... Le manque d'amour? Bah ouais. Enfin là, je viens de penser parce que c'est une phrase assez connue, tu vois. Mais lui, il est vraiment constamment en demande d'amour, quoi. De ceux qui l'abandonnent. Tu sais, il est là, non, mais m'abandonnez pas. Bah finalement, bah si, cher ami, tu vas partir. C'est un mot qui revient souvent, ça. L'abandon. L'abandon, ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je le porte comme une croix, ça. Et c'est en quelque sorte c'est une révolte contre ma situation, mais comme je suis quelqu'un de bien élevé, de poli, d'enthousiaste et d'optimiste, je l'ai fait comme ça sans insulter personne, quoi. Tu vois. Mais oui, il fallait témoigner de cela. Et l'amour, oui, il y a aussi l'amour avec les filles, donc le difficile éveil sentimental de Scander, et surtout celui de sa mère et de Madame Khadija. Et je pense que l'amour et l'argent, oui, je pense que ce sont les mots qui reviennent le plus souvent. Ça, ouais. Et il recherche les deux. Il recherche les deux, quoi, mais on n'en aura jamais assez. Les femmes ont une place centrale dans la vie de Scander. Il y a celles qui l'abandonnent, il y a celles qui l'accueillent, pas forcément toujours pour des bonnes raisons. Il y a celles qui lui enseignent des choses. Moi, je me demande si ce personnage considère que les femmes qui l'entourent sont responsables de ces conditions non idéales. Ah oui, c'est encore là un paradoxe, quoi. C'est que lui, il les vénère, il n'aime qu'elle, il connaît pas vraiment les hommes. Il y aura son père à un moment, je laisse les lecteurs et lectrices découvrir, mais et donc, comme il est confronté qu'à des femmes, de fait, il n'y en a qu'elles qui pourront le décevoir, elles qui pourront l'émerveiller, quoi. Et mais c'est un livre hommage aux femmes, quand même. D'ailleurs, il faut quand même rendre hommage aux femmes dans ce game qu'est la littérature. C'est-à-dire, sans les femmes, ça ne tient pas. La littérature contemporaine, en général, c'est incroyable. C'est 80% parfois, 90%, et j'exagère même pas. Donc ça, c'est important. Ouais. Scander et votre serviteur sont résolument du côté des femmes, bien sûr. Ouais. Et même, il y a une sorte de je crois qu'il dit les hommes finalement sont venus là que pour me tarter la gueule. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Et il n'aime pas les hommes, Scander, ouais. Monsieur Début se pose la question, mais... Oui. Mais oui, il y a cette dimension où l'homme représente... C'est pas l'abandon. L'homme, l'indifférence, voilà. Je pense que c'est l'indifférence. La femme représentera l'abandon. Et même moi, maintenant, dans ma vie adulte, tu peux supprimer tous les hommes, ceux dont j'ai pas envie. Je milite pas pour ça, évidemment, mais ma vie ne change pas, quoi. C'est que des femmes, quoi, qui m'ont aidé. Tu vois, que ce soit pour mon métier, j'ai d'autres fonctions bénévoles qui me plaisent dans la presse. C'est des femmes qui m'ont recruté. Chez Gallimard, je suis rentré mon éditrice, des femmes. Et vraiment, les hommes, il y a un truc où ils ne sont pas clairs avec moi. Ils me regardent et il y a vraiment ça, ouais. Quel rôle a joué la honte dans ce parcours initiatique? Déjà, la honte, c'est le silence. C'est déjà de ne rien dire, de devoir dissimuler, mais ce qui est aussi une forme d'acceptation et d'oubli de... Moi, comme je ne suis pas une victime éternelle, tu vois, c'est pas grave, c'est comme ça, mais la vie est pleine de découvertes, que ce soit dans les livres ou pour de vrai. Et la honte, je dirais que c'est quelque chose de permanent. Mais je sais pas si c'est une bonne stratégie pour lui, pour Scander, quoi. Disons que ça lui servira pas à grand-chose. À un moment, il le sait. Et ensuite, il se dit qu'à Paris, écoute... Il va inventer quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça, ouais. Mais moi, je crois que je ne vais pas trop parler de ça, moi, ensuite, dans la poursuite de mon écriture. Mais donc, je peux te le dire. C'est pas la honte, c'est quand même tu sais, à Paris, quand tu grandis, etc., t'es jeune étudiant. Moi, je me suis mis à rester avec les gens de l'Ouest, tu vois. C'était un peu une erreur, mais... Au début, tu te dis, ils sont tous méchants, etc. Mais quand tu discutes, il y en a qui l'étaient vraiment, mais femmes et hommes, là. Et t'as aussi des gens qui se sentaient pas aussi bien que toi,
tu vois, et qui était pourtant, tu croyais, de ce monde-là, mais qui, voilà. Donc, personne ne veut parler, quoi, parce que tu sais, t'es avec les durs, en fait, tu vois, c'est très difficile de grandir avec des gens durs, peu importe le milieu. Je parlais tout à l'heure de la banlieue, mais à Paris, t'as exactement les mêmes, tu vois, c'est de la symétrie. Et donc... Même dans les milieux privilégiés. Ouais, bien sûr, oui, t'as les gens, moi, les jeunes hommes que j'avais, qui étaient méchants, on va dire, durs, il y a les mêmes à Paris, quoi. Sauf que la violence ne s'exprimera pas de la même façon. Elle sera plus sociale. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, en fait, pour moi, ça relève d'un profond mal-être, tu vois, qui s'explique par X ou Y raison. Mais tu vois, les personnes qui ont quand même, dans l'œil, ça va pas, quoi. Une sorte de... C'est contre eux qu'ils sont en guerre, donc du coup, ils la font à d'autres, quoi. Mais, et même, tu vois, les filles qui peuvent avoir d'autres formes d'expression, justement, de ce malaise social ou de ce malaise intime. Et mais, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un de bienveillant, tu vois, c'est pas que ça t'étonne, mais tu as quand même conscience que tout le monde n'est pas bienveillant, comme cette personne qui t'émerveille par justement son rayonnement. Voilà. Mais la honte, oui, il faut... je pense que tu es obligé de t'adapter. Et moi, je m'adapte. Je m'adapte. Et finalement, tu vois, j'ai raconté mon histoire, entre guillemets. Moi, j'en ai jamais eu honte, quoi. Ça te fait du bien que ça soit sorti? Non, parce que je sais pas si il est encore possible que l'on s'aime pour de vrai avec Madame Khadija. Tu vois. Et donc ça, ouais, non, c'est pas évident. Mais sinon, écoute, moi, ça me fait du bien que le livre soit sorti. Ça, oui, ça, je suis très content. Ouais. Tout à l'heure, tu reliais la honte au silence. Et justement, il y a un moment dans le roman où Skander discute avec une conseillère d'orientation qui est aussi psychologue. Pour la première fois, il s'ouvre sur ses angoisses. Et là, tu écris « Quand on vous écoute, l'envie de tout dire devient plus forte que tout ». Est-ce qu'une des conditions qui lui a manqué le plus, c'était de pouvoir parler et d'être écouté? Oui, ça c'est vrai que le pacte d'entrée avec Madame Khadija, c'était de ne rien dire. Et je pense que même elle, ça lui aurait fait plaisir de parler à Madame Khadija, tu vois, dans ce livre. Et comme elle est dans une stratégie de dissimulation, elle aussi, de ses problèmes au Maroc, aussi de sa stratégie cavalière de garde d'enfants pour justement faire des pépettes, on peut se comprendre, hein, parce que aussi, bon, après tout, pourquoi pas à l'enfance n'est pas très mécontente de comment elle s'occupe, tu vois, de ses enfants quand même. Hein. Mais c'est vrai que parler, je crois qu'il dit aussi Skander, à la fin, je me suis retrouvé avec cette sensation bizarre, celle d'avoir trop parlé. Tu vois, il y a aussi ça. En fait, à quoi sert la parole? Ouais. C'est pas la sensation que tu as eue quand tu as fini d'écrire le livre? Non, moi, c'est plutôt quand je vivais tu vois. Parce que moi, ce livre, il avait aussi une fonction pour moi, quoi. Il avait une fonction de... voilà, moi, je vends ma vie, en fait. Non, mais... et donc, heureusement que ça a fonctionné, quoi. Mais t'imagines, si ça n'avait pas marché... Ouais, c'est plus compliqué. Je me serais retrouvé avec cette sensation bizarre, celle d'avoir vendu ma vie. Qu'est-ce que le titre « Les conditions idéales » traduit de ton état d'esprit au moment de l'écriture? Ah, pas du tout. Là, c'est vraiment pas ça. Hein. Je l'aurais appelé. Moi, le plus beau titre, je trouve, c'est Mort à crédit de Céline. Moi, c'est vraiment... J'ai toujours pas compris. Pourtant, j'y pense parfois. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce qu'à la base, c'était crédit et mort dans les bars. Voilà. Il l'a retourné et je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends très bien les deux mots. Bon. Non, moi, ce livre, moi, je me suis vraiment sacrifié pour l'écrire. J'ai décidé de renoncer justement à l'ambition sociale, l'ambition professionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je l'ai écrit principalement sans travailler, donc sans revenus. Ouais. Ou des revenus très maigres, hein, n'étant pas de la rente. Voilà. Et donc, ça m'a... Non, j'ai entamé mon crédit dans la ville. C'est-à-dire que comme j'ai mis du temps à l'écrire, et puis j'avais cette figure... j'avais la fonction, moi, de l'écrivain parmi mes amis. Alors, on me disait, oui, Mokhtar, il écrit. Bon, je dis ça, je suis pas... Attention, je raconte un moment intime. Tu vois. Donc, Mokhtar, il écrit, tu vois, mais dès 2013. Et vous allez voir, mais gentiment, je disais. Alors après, t'es en 2021, tu vois, bon, ça fait longtemps, tu vois, et il est où ton livre? Et tu peux se comprendre, c'est humain. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps là-dedans, quoi. Et en fait, j'étais littéralement en guerre, moi, quand je l'écrivais. Hein. C'est-à-dire, quand j'ai décidé de l'écrire, au bout de 5 ans, vraiment, okay, ce livre-là, je vois à peu près à quoi ça doit ressembler, à la fin, en tout cas. J'étais quand même... ouais, c'était dur. Hein. Pas de vacances, tu vois, tout l'été, t'es là, en train de... Je crois qu'il y a un passage comme ça dans Les conditions idéales. Nous l'avions attendu l'été, tu sais, pour quelque chose comme ça, ouais, où tu sèches à Paris. Et puis,
Puis pareil, hein, t'as pas d'oseille. En même temps, t'as pas vraiment besoin d'oseille, quoi, mais quand même un minimum. Puis moi, comme j'ai travaillé, je sais à peu près, et puis je suis un peu jouisseur, moi, à Paris. Gentiment, mais j'aime bien les vêtements, sortir et le champagne. Et donc du coup, bah, tu sais, tu perds aussi tout ça, quoi. Donc tu sais que putain, c'est chiant. Peut-être que tu ferais mieux de travailler. Mais j'avais vraiment l'envie de le faire. Donc en fait, je me suis sacrifié pour le faire. Et je me suis dit, bah, ce sera ça jusqu'à la mort. Heureusement qu'on n'est pas arrivé jusque-là. Ouais. C'est quoi ton idéal aujourd'hui ? Là, il y en aurait. Je veux te dire, là, j'essaie de rentrer dans mon second roman, là. Dans mon second manuscrit, plutôt. J'essaie de le créer dans ma tête. Et de rentrer dans le livre et d'habiter le livre que je dois écrire. Ça, c'est très important. Et là, je suis plutôt sur des questions de cet ordre-là, parmi d'autres. Mais c'est important de revenir à cette barbarie originelle qui permet, en tout cas, je crois, la création. Et il faut un peu de haine, un peu de rap, tu vois, un peu de pompe le matin. Et puis, même aujourd'hui même, je me disais, en fait, pour écrire ton livre, tu dois retourner au café où tu écrivais les conditions idéales le matin. Avant, j'avais arrêté, mais C'était où ? C'était à l'hôtel Grand Amour, parce que c'est pas très loin de chez moi. Le café, t'as 3 €, tu voyais sourire, genre... Bah non, pas du tout. Mais c'est vraiment, je m'attendais pas à ça, en fait. Non, mais j'habite à côté, c'est pour ça, tu sais, c'est une sorte de petit... Mais ne te justifie pas. Se justifier, c'est s'excuser, disait un ancien président. Bref. Non, mais du coup, il faut vraiment rentrer dedans, quoi. Et l'idéal... dès lors qu'on m'a autorisé à écrire, je te mens pas qu'il y a quand même... Qui t'a autorisé à écrire ? Non, mais on m'a autorisé, on m'a publié, etc. Quoi, donc, c'est une validation de ce que tu t'es autorisé, toi. Oui, non, bien sûr, mais au moins, tu vois, le livre existe, quoi. Et donc, c'est pas en soirée à 3h du matin, je suis en train d'écrire un livre, quoi. Ça existe. Et du coup, c'est réel, comme disent les rappeurs. Et il y a quand même une envie d'écrire à temps plein, et tu te dis, bon, bah, avant de quitter cette terre et de me faire juger, eh bien, tu as envie de laisser, en tout cas, pas une marque, au sens, t'es pas Balzac, hein, en tout cas pas moi, mais quelque chose, quoi. Et c'est important, et au moins, c'est important de cela, quoi. Je me dis, bah, mon objectif, c'est aussi ça maintenant, c'est d'écrire, et si possible, des choses bien faites, et puis on verra, mais ouais. Mon idéal, ce serait ça, ce serait franchement ce serait d'écrire le second livre de manière efficace, parce que là aussi, je vais quand même essayer je vais pas dire des noms, mais j'ai rencontré des écrivains cette année qui ont très bien marché, très très bien même, parmi ceux qui ont mieux marché, et ils m'ont dit en combien de temps ils avaient écrit leur bouquin, hein. J'étais là, 6-8 mois, j'étais là, bon, putain, et toi, Mokhtar, 5 ans. Non, il est beaucoup plus gros que le mien, quoi. Tu vois, c'est quand même... Mais je crois savoir à qui tu fais référence. Ouais. Enfin, 2 questions pour finir. Un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre. Ouais, je dirais Demain c'est loin, d'Ayam. C'est marrant, je l'ai écouté pendant les vacances. Elle est bien, hein. Ouais. C'est considéré comme la plus grande musique du rap français par ABCDR du son il y a quelques années déjà. Et enfin, un titre d'ouvrage qui t'a marqué. Illusion perdue. Merci beaucoup, Mokhtar Hamoudi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle que ton roman Les conditions idéales est publié chez Gallimard et que tu es le lauréat du concours des détenus cette année. Et merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Dori Shafrir, and along with Kate Spencer, I host Forever 35, a podcast about the things we do to take care of ourselves. Join us every Wednesday with guests like author Phoebe Robinson, chef Samin Nosrat, actress Busy Phillips, and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays,
We have mini episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday, and Friday on Forever 35, where we're not experts, but we are two friends who like to talk a lot about serums. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.